Alors, passage à l'adulte, la période de tous les dangers, et avec Andrea et Gilberte, je vous reparle du travail fait il y a quelques années sur les structures en place sur le territoire national pour la prise en charge de la transition enfant-ado-adulte. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a une obligation légale à planifier la transition et le transfert, en sachant que les pédiatres et les médecins d'adultes doivent rédiger une convention, créer une équipe pluridisciplinaire et un référentiel commun de transition et de transfert. Que la période de transition est d'une durée suffisante et significative et que tout doit être planifié, et que le transfert du patient d'un service à l'autre nécessiterait plusieurs consultations communes. Cette transition-transfert se font sous la responsabilité du pédiatre avec un coordonnateur identifié qui est en général une infirmière du monde pédiatrique, et que le dossier médical pédiatrique résumé doit être transmis aux jeunes et à l'équipe adulte avec l'accord du patient ou de son représentant légal. Ce sont des contraintes lourdes, claires, mais il y a des choses tout à fait faisables. En juillet 2012, sous l'impulsion de la SOFMER, la Société française de médecine physique et de réadaptation, il y a eu la rédaction de recommandations pour la pratique clinique avec un débat public auquel on a tous participé, enfin beaucoup. Et ces recommandations ont le label HAS en raison de la procédure et de la méthodologie reconnue par la SAES. Et je vous invite vivement à aller sur le site pour voir ce qu'il en ressort, et c'est ce que je vais en parler un petit peu après. Alors l'organisation de la neurourologie française pédiatrique. Ça, c'est un état des lieux qui nous a été demandé par l'Association française d'urologie en 2013, avec pour méthode un questionnaire dirigé qui a été envoyé aux 37 membres de la Société française d'urologie pédiatrique. Ce sont donc tous des urologues pédiatres. Nous avons eu 67,5% de résultats et on a constaté une activité et des pratiques extrêmement hétérogènes. Dans ce questionnaire, il y avait un item passage adolescent-adulte pour donc étudier ce qui se faisait. En fait, il y a 13 centres qui font des consultations relais avec une fréquence de ces consultations relais de 3 par an, et sont essentiellement présents dans cette consultation le couple chirurgical, urologue pédiatre et urologue adulte. Il y a très peu de paramédicaux, très peu de MPR, très peu d'orthopédistes. La transition, elle, est évoquée à un âge moyen de 17 ans, c'est donc très tard, avec un transfert qui est effectué 1 an après, ce qui fait que la planification, la transition planifiée, étudiée, c'est pas tout à fait ça. Et encore plus élogieux, c'est la synthèse du transfert qui est envoyée en fait 3 fois sur 17 à l'adolescent et aux soignants. Donc l'adolescent, ou le jeune adulte qui est maintenant majeur, qui doit pouvoir prendre en charge son affaire, n'est absolument pas destinataire du compte-rendu résumé de la pédiatrie. Donc cet état des lieux est un petit peu tristouné parce qu'il semble quand même que les règles de l'art sont peu connues et peu appliquées. Alors pourquoi formaliser un passage coordonné ? Eh bien parce qu'on sait que ces enfants avec des myéloméningoncèles ont maintenant des survies prolongées et une possibilité de dégradation de l'état de santé à l'âge adulte. Et si les structures de soins ne sont pas adaptées, les soins sont abandonnés et peu en relation avec les problématiques des patients qui sont devenus adultes en termes de sexualité, de procréation ou de projet de vie professionnel. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de culture qui est manifeste entre le monde de la pédiatrie et les services d'adultes. Les pédiatres, eux, ils sont branchés sur croissance, développement somatique et psychique, et ce sont les parents qui sont leurs interlocuteurs et qui décident. Alors que dans les services d'adultes, on n'est pas du tout dans cette rubrique-là, on est sur l'autonomie, on est sur l'insertion professionnelle, sociale, sur la procréation, et que là, ce n'est plus les parents qui deviennent l'interlocuteur privilégié, mais le patient qui, lui, décidera ou non de certaines positions médicales. Alors quand formaliser un passage coordonné ? Il n'y a pas de choses rigides. En fait, cette transition et ce transfert, c'est un processus qui est souple et progressif, et ça, c'est essentiel. On ne peut plus opposer aux soignants le seuil d'âge de 18 ans. 18 ans, ce n'est pas ça. On ne passe pas à 18 ans chez l'adulte.
Par contre, on évoque la transition précocement au cours du suivi pédiatrique et sur la conférence lors du débat public, et vous verrez sur le site HAS, c'est conseillé d'en parler entre 11 et 13 ans, donc jusqu'au transfert, on a le temps quand même d'évoquer les choses. Qu'il faut adapter cette transition et ce transfert aux autres transitions scolaires. On a passé le bac, donc on va aller à l'université, on est du monde d'adulte. Pubertaire, on ne fera pas un transfert dans le monde adulte chez un enfant non pubère. Professionnel, on est en CAP, on est en formation professionnelle alternée, on est dans un monde d'adulte. Et à ce moment-là, il faudra envisager le transfert. Et puis, il y a une chose que les pédopsychiatres nous ont vraiment appris lors de cette conférence de consensus, c'est la nécessité du processus adolescent. Ça veut dire quoi? Il faut enclencher cette transition et surtout ce transfert lorsqu'il y a eu une individuation et une autonomisation de l'adolescent qui est capable de prendre des décisions, même si ce n'est pas en accord avec les autres et en particulier ses parents. Alors, comment on formalise un passage coordonné? Il y a moult façons de faire un passage coordonné. Là encore, c'est souple et progressif. Nous pensons, et ça dans la conférence de consensus est ressorti, l'éducation thérapeutique du patient est un élément absolument clé du dispositif de transition et de transfert. Le jeune devient un expert de sa pathologie, il est capable de devenir grand et de gérer son affaire en termes de compréhension, d'adhésion et d'autonomie. Et puis, il y a des freins. Eh bien, les parents sont un des freins, il faut aider au lâcher-prise. Il y a des fois des discussions assez toniques dans certaines consultations pour qu'ils puissent laisser le jeune devenir progressivement notre interlocuteur. Ça, c'est tout le problème de la pédiatrie qui change d'interlocuteur au fur et à mesure que l'enfant vieillit. Il faut anticiper et prévenir les résistances au changement. Donc, il y a les parents, c'est ce que je vous ai dit, mais il y a aussi les soignants médicaux, paramédicaux, pédiatres et adultes. Les pédiatres, oh non, on ne va pas lâcher notre petit, on le suit depuis qu'il est né. Les adultes, oh là là, on ne connaît pas trop bien cette pathologie, parce que c'est vrai que ce sont des pathologies congénitales, et c'est compliqué. Et c'est à nous de faire des liens entre les services d'adultes et les services de pédiatrie, et on a maintenant beaucoup de moyens, des staffs communs, des consultations communes, et on peut apprendre à se connaître par tous ces biais-là. Voilà.